Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui quatre dames donc intellectuelles qui ont écrit des livres venant de pays différents et qui font partie de la caravane des auteurs africains et de la diaspora. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Afrique 1 TV. Donc, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler de votre livre. Vous êtes à Paris aujourd'hui. Vous êtes venu pour assister à la GILA, donc la Journée internationale du livre africain. Vous avez aussi profité pour également participer à la Journée africaine de l'UNESCO. Donc, la semaine effectivement donc, de l'UNESCO. Donc, vous venez donc d'horizons différents. Oui. Je vais commencer à ma droite. Donc, madame, vous allez vous présenter face à la caméra à nos téléspectateurs. Bonjour, je suis Blanche Biké-Bakoué. Je suis enseignante et écrivaine gabonaise. Très bien. Merci de me recevoir sur votre plateau. Merci. Donc, à vos côtés, il y a le docteur Ditangou. Oui, bonjour, Ditangou Rokhaya, je suis docteur, il faut le préciser, enseignante-chercheur. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec vous d'un ouvrage qui traite des nouvelles technologies de sciences de l'information et de la communication, cas du Gabon en Afrique centrale. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc, à ma gauche, donc, madame, vous allez vous présenter, madame Ferdi Ajax. Vous vous présentez à nos téléspectateurs face à la caméra. Oui, bonjour à tous. Je suis Ferdi Ajax, dramaturge et romancière, et je viens d'Haïti. Très bien. À vos côtés, donc, j'ai madame Mireille Osakawa Badami. Oui, alors bonsoir, docteur Mireille Osakawa Badami de l'Université de Guyane. Et je viens ici pour présenter et parler de mes ouvrages, notamment mes travaux scientifiques autour des arts autochtones des Amérindiens de Guyane. Très bien. Et bien, merci donc, mesdames d'avoir accepté l'invitation de l'émission Face à l'Afrique. Alors, je commence donc par madame à ma droite. Donc, la même question que je vais vous poser à toutes, juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec les livres. Donc, qu'est-ce qui vous a fait atterrir dans l'écriture? C'est souvent difficile. Hein? Lorsqu'on a grandi, on a beaucoup côtoyé les livres. On était soit par contrainte, soit par curiosité. Donc, on avait des bibliothèques à côté de l'école, on s'y rendait et puis on a appris à rencontrer les auteurs, notamment les classiques français. Est-ce que vous êtes issu d'une famille intellectuelle donc, qui, quelque soit papa ou maman a écrit un livre? Non, je suis issu d'une famille, les parents sont, on va dire, entre griffes, des villageois. Oui. Voilà, donc vous êtes né dans un village en fait? Je suis né dans un village, et puis mes parents, notamment ma mère, elle a tout fait pour que, comme elle a fait avec mes aînés, pour que nous réussissions pousser à réussir. En tout cas, elle lui a fait un moment. Ah oui, elle est fière. Elle est fière d'autant plus que j'ai écrit cette œuvre-là pour elle. D'accord, donc là, ça c'était d'ailleurs sur la page. Ok, donc on rentrera dans le vif du sujet. Donc, à vos côtés, donc, le docteur Miel Rokhaya, et la même question, qu'est-ce qui vous a fait atterrir dans l'écriture? Écoutez, ce que vous avez entre les mains est un ouvrage qui est le résultat de ma thèse de doctorat, qui a été publié par l'Harmattan. L'Harmattan qui fait un fabuleux travail d'ailleurs d'édition de pas mal de travaux sur l'Afrique. Et donc la question pour moi, ce serait qu'est-ce que je fais dans la recherche? Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je suis mordue par le renouvellement de la pensée. Je suis caractérisée par cet élément-là. Je ne sais pas si ça peut constituer une ADN. Disons que je fais partie des personnes qui ont un peu de mal avec le monde qui tourne en rond, les empêcheurs de tourner en rond. Et je savais très 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 vite que je n'allais pas me satisfaire d'une carrière professionnelle où j'allais exécuter encore et encore la même chose. Donc j'ai fait des études de recherche et ce travail que vous avez entre les mains, c'est le résultat de la recherche qui continue. Donc voilà, pourquoi je suis à la recherche. Et si la suite de la question est est-ce que vos parents sont fiers? Exactement. Écoutez, j'espère. Est-ce qu'ils sont aussi sont intellectuels dans l'écriture? Alors, je suis dans un environnement familial, effectivement, où il y a des chercheurs, il y a des enseignants-chercheurs, mais pas que. Il y a une grande partie aussi qui sont des hommes et des femmes braves,
qui font valoir leur intelligence autrement que par le biais de l'écriture ou de l'activité intellectuelle. Mais de façon générale, c'est un environnement familial qui est très sensible en fait à la question de l'éducation. Parce qu'à la maison, ça a toujours été quelque chose de très important de faire l'école, même pour les parents finalement qui n'étaient pas allés à l'école, qui n'avaient pas fait des études importantes. Faire l'école, c'était important, ramener de bonnes notes, c'était important. Donc je pense que par ricochet, on va leur donner également le doctorat. On va leur dire qu'ils sont embarqués dans l'aventure intellectuelle. Oui. Très bien. Alors, donc, la même question pour Mme Ferbier-Jacques. Donc, qu'est-ce qui vous a fait atterrir dans l'écriture? L'écriture, c'est que moi, dès mon jeune âge, hein, j'aime écrire, mais j'étais gauchère et j'avais une grande sœur qui, bon, elle est devenue enseignante parce qu'elle m'a appris à lire avant même d'aller à l'école. Mais j'avais un problème avec la main gauche. À l'époque, c'était un péché d'être gauchère et tout ça. C'était chez les bonnes sœurs. Et elle a eu l'idée de dire à mon père, il faut lui donner un pinceau et tout ça. J'ai appris à peindre avant même de savoir écrire. Mais les réalités, la métaphore, je m'en souviens, aussi longtemps que j'ai de ma tête, je m'en souviens, j'embêtais mon père le soir pour dire, est-ce que ça c'est une métaphore? Est-ce que c'est quoi une figure de style? C'est quoi un oxymore? J'embêtais, et il était obligé chaque soir, après d'avoir corrigé mes devoirs, de corriger les petits poèmes que j'essayais de faire. J'aime bien écrire et Vous étiez très curieuse. Ah oui, de savoir. D'ailleurs, la langue française, c'est une langue que j'aime beaucoup. J'aime aussi la langue allemande. À l'écoute, lorsqu'on déclame un poème en français, ça est bien articulé, ça fait joli. Moi, j'aimais bien ça. Est-ce que vous êtes aussi issu d'une famille intellectuelle Ma mère était styliste, mais mon père était ingénieur. Et ma soeur est devenue enseignante. Et ses deux enfants sont médecins. Et j'ai un enfant, mon dernier, qui est un doctorant à Bordeaux, qui enseigne aussi. Voilà. Très bien. Alors, donc, à vos côtés, il y a Mme Lorraine de Sakawa. Donc, la même question, qu'est-ce qui vous a fait atterrir dans l'écriture? Alors, je dirais que le fondement de cette arrivée à cette écriture, je me souviens que tout jeune, j'avais écrit un poème, mais juste pour m'exercer à cette écriture. Et j'avais dit à ma mère, un jour j'écrirai, mais sans vraiment penser voilà, que l'écriture allait... que ça va marcher. Et elle a rigolé, elle me disait, non, tu dis les choses, voilà. Mais voilà, et moi aussi, je me suis dit, bon, de toute façon, peut-être que j'ai écrit ce poème, mais bon, ça ne ira pas trop loin. Mais en fait, donc c'est vrai qu'il y a eu ce fondement, mais ensuite, c'est à l'université, quand j'ai repris les études, alors que j'avais déjà, on va dire entre parenthèses, tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'avais mon emploi voilà, de femme. Et puis, je me suis toujours intéressée à ma propre culture amérindienne Caluya, autochtone de Guyane. Et en voulant chercher justement un ouvrage qui puisse correspondre à ma demande, c'est-à-dire trouver un ouvrage sur les arts autochtones, eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je me suis dit, bien, plutôt que de me plaindre, eh bien, on va prendre son bâton de pèlerin et on va prendre son stylo. Et puis, on va commencer à écrire et reprendre les études universitaires. Et puis, c'est ainsi que je me suis lancée. Et sans penser aussi à aller au doctorat, mais à force de recherche, justement, comme disait notre collègue, eh bien, voilà, poussée par la recherche des histoires, des arts sur les peuples autochtones, et puis issus de ce peuple, en partie par ma mère, justement, je me suis dit que ça serait intéressant, pourquoi pas d'aller plus loin et de travailler sur ces arts. Et la même question, est-ce que parmi vos parents, il y en a un qui est issu du monde intellectuel et qui a écrit un livre? Alors, pas du tout. Voilà, parce que mes parents, chacun avait leur métier. On a eu une éducation assez stricte, toutefois. Toujours, voilà, bien travaillé en classe. Donc, on a suivi un peu, on va dire, on a rendu hommage à cette éducation. Et je crois que maintenant, c'est vrai que mon père n'est plus, mais ma mère, qui est toujours présente,
et tous les membres de ma famille, eh bien, tous ils sont, je pense, j'espère, fiers voilà, d'avoir quelqu'un d'intellectuel dans la famille. Voilà. Et ça a permis aussi de pousser d'autres membres de la famille, justement, à et à s'inscrire à l'université pour accéder à la connaissance. Alors, donc, je vais rester sur vous. Et le titre Kassoulou et puis aussi donc, la perlerie amérindienne de Guyane. Donc, est-ce qu'à votre avis, les Amérindiens sont mieux intégrés maintenant en Guyane par rapport au temps de vos parents, de votre maman? Alors, je ne parlerai peut-être pas d'intégration. Je dirais que, voilà, on dira que les luttes sont plus entendues. Depuis, c'est vrai, 2017, en Guyane, il y a eu une grande marche sociale, un grand événement social, donc qui a effectivement, sans doute, en tout cas, impulsé les forces vives autochtones. Mais les luttes existent depuis des millénaires, mais je crois que ça a été aussi un point de départ, voire peut-être un renouveau à ce niveau-là, une entente de par toute la société guyanaise qui a pris conscience eh bien nous avons plusieurs communautés en Guyane, notamment les Amérindiens, les Bushinengue et les Créoles aussi, mais cette grande prise de conscience que les Amérindiens sont les premiers peuples de la Guyane. Donc, ils sont à leur place, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils sont à leur place, et c'est ce que, voilà, ce que moi j'ai en tout cas remarqué de la part d'autres populations, c'est de comprendre et d'avoir pris conscience également que nos peuples sont là, ils existent, et aussi partagent leur culture, partagent leurs connaissances. Et tout le monde a pris conscience, effectivement, que la culture amérindienne, eh bien, elle fait partie, quelque part, elle fait partie intégrante de nos identités guyanaises. Et donc, voilà. Donc, ce titre, Kassoulou et la perlerie, ça veut dire quoi? Alors, Kassoulou signifie la perlerie, en langue kalinia, en langue autochtone. Et donc, moi, j'ai tenu à poser ce titre pour justement montrer qu'il est tout autant de se réapproprier nos langues maternelles, nos langues ancestrales. Alors, c'est vrai que j'aurais pu laisser tout simplement la perlerie amérindienne, me contenter de ce titre, mais j'estime qu'en termes de réappropriation et d'un point de vue identitaire, il était important de poser ces mots, de poser ce terme, notamment en reconnaissance pour toutes ces femmes artistes, ces artisanes qui travaillent la perlerie, qui travaillent les parures d'une grande portée et de dimension symbolique, artistique, esthétique, mais également historique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école là-bas, est-ce que ces Amérindiens sont mieux accueillis à l'école? Oui, oui, et dans chaque village, à part peut-être quelques-uns, mais dans chaque village, il y a une école. Et donc, les enfants peuvent accéder à l'école quand même assez facilement. Et puis, si par exemple je prends Saint-Laurent-du-Maroni, qui se trouve en face du Suriname, donc c'est le littoral, eh bien les enfants amérindiens Kalinia, depuis bien plusieurs années, eh bien, fréquentent l'école, ont fréquenté l'école communale, ont fréquenté les collèges comme tout le monde. Il n'y avait pas d'école spécifique dans les villages. Mais par contre, dans les villages de l'intérieur du Haut-Maroni, oui, chaque communauté a son école. Et puis, bon, peut-être bientôt, certains, il y a des collèges depuis récemment. Très bien, donc on voyait le livre Kassoulou, donc la perlerie amérindienne de Guyane, donc de Mme Myriam Osakawa Badani. Donc vous voyez ce livre. Comment on peut se procurer de ce livre si quelqu'un veut l'acheter? Alors, déjà en me contactant, voilà, je peux vous laisser mes coordonnées et on peut me contacter directement et je vous fais parvenir l'ouvrage. Sinon, en Guyane, il est disponible à Cultura et puis à la librairie de Toucan à Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Très bien. Alors, donc, je passe la parole à Mme Ferdi Achatz. Donc, madame, vous avez écrit un livre qui s'appelle Au paradis des ténèbres.
le paradis des ténèbres, mais c'est un paradis et le ténèbre. Donc, pourquoi vous avez choisi ce titre? Bon, ce recueil a été écrit il y a 20 ans, 25 ans maintenant, et c'est le paradis. C'est les contrastes, les contradictions qui existent dans la vie quotidienne en Haïti. Le paradis à Haïti, lorsqu'on regarde Haïti, la plage, les infrastructures et tout. Mais c'est quel moment Haïti a été un paradis? Moi, j'ai vécu dans un paradis. Oui. C'est que bon, j'ai vécu au moment de M. Bidoc. C'est que, bon, comme je dis, je suis fille unique de la part du côté de ma maman. Moi, j'ai eu tout ce que je pouvais avoir. Hein. Oui. Donc, c'était un paradis à cette époque. J'ai entendu que la musique, on allait à l'école. L'école tout allait bien. J'ai eu la sécurité. J'ai jamais vu quelqu'un tirer sur quelqu'un. J'ai pas connu la violence. J'ai connu vraiment une vie heureuse. Le souvenir que j'ai dans ma vie, au moment où j'étais heureux, c'est ce temps-là. C'est en Haïti. Donc, Haïti, on ne peut pas parler de paradis. Oui, la première fois que j'ai regardé Haïti, par la fenêtre, comme on dit, j'étais devant mon écran télé, c'est en 86, au départ de Bidoc, où j'ai vu la violence qu'il y avait déjà, et comment se débarrasser de ce qu'on appelle une dictature. Tandis que ma petite fille, je n'avais pas compris. Non plus, c'était une dictature, je vivais tranquillement, je mangeais, je dansais, je chantais. Ça vous concernait même pas? Oui, j'ai dit waouh, c'était une dictature. Et pourquoi les Haïtiens sont élevés comme ça? Oh, j'ai découvert, comment dire, un autre visage de mon pays. Et là, quand j'ai écrit ça, c'était ça vraiment. C'est de montrer le bon côté et le mauvais côté, l'extrême de la vie. Et comment vous pensez de Haïti de votre époque et Haïti de maintenant? Ah, je suis dans un cauchemar. Ah. Parce que si je me demande si c'est Haïti, en dehors du paysage, je vais dire non, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai connu Haïti où n'importe quel enfant qui marche dans la rue était protégé. Et si un enfant s'est trompé de chemin, quelqu'un d'autre va l'amener chez lui. C'est pas là, on vivait en communauté. À votre avis, c'est la politique qui a plongé Haïti dans cette situation? De toute façon, il y a un monsieur qui s'appelle le décédé encore, je l'ai répété, qui a dit le jour notre destin a rencontré telle ou telle chose, telle ou telle personne, notre vie était fichue. Mais c'est ça notre destin. S'il n'y avait pas ce qu'on appelle la colonie, s'il n'y avait pas tout ça, déjà les Amérindiens qui vivaient, les Ararois et les Caraïbes, ne connaissaient pas l'existence de Dieu, vivaient avec leurs chansons, leur poésie et tout ça, on vivait heureux. Et lorsqu'on est arrivé avec les débrouillés, les cauchemars, on a vécu l'enfer, et on continue encore à subir. Si on parle du livre, c'est un livre autobiographique, c'est ça? Vraiment, c'est de la poésie, mais j'ai donné tous les deux visages d'Haïti. Après, le second qui faisait suite à ça, c'est au nom de la liberté. Parce que moi, je disais aussi, quand est-ce qu'on obtient la liberté dans la vie? Parce qu'il y a toujours ce que c'est quelque chose, vraiment, il faut au taquet. Même un parent peut entraver notre liberté, même un amoureux, un ami. Il faut vraiment être vigilant par rapport à cette notion de liberté parce que notre liberté est toujours menacée, que ce soit par l'esclavage ou autre chose. D'accord, donc le deuxième livre, c'est au nom de la liberté. Oui. Donc aujourd'hui, cette liberté n'existe plus à Haïti. On est libre parce que les Haïtiens sont libres dans leur tête. Heureusement, on voit toujours des écrivains qui exposent, des artistes, des chercheurs, mais c'est parce que nous, heureusement, cette force-là que j'ai dit, un héritage africain quand même. Il y a beaucoup d'intellectuels. Oui, c'est dans notre tête, c'est ça notre force.
quelqu'un peut essayer de t'enchaîner, mais si dans ta tête, tu es libre, tu restes libre. Eh bien oui, ça fait plus fort. Très bien, Madame Ferdi Ajax, voilà ce recueil au paradis des ténèbres. Donc, comment on peut se procurer de ce livre? Comme à la FNAC, un peu partout, parce que j'ai plusieurs éditeurs, mais chacun des éditeurs aussi publie mes anciens recueils. D'accord, donc c'est un livre qui existe depuis 25 ans. Là, il n'en existe presque plus, mais il y en a encore. Il y en a encore. Si on veut l'avoir, on peut. Oui. Alors, donc, je passe la main donc à Madame Blanche Biquet, c'est cela? Oui. Alors, donc, le livre que vous aviez, donc Blanche Biquet, d'après ma mère, et bien voilà, ce livre. Donc là, vous avez parlé de votre maman, votre héroïne. Et qu'est-ce qu'elle a fait de si exceptionnel maintenant pour vous la mettiez à l'honneur comme ça? Merci pour la question. Vous avez demandé au départ si dans ma famille il y avait des intellectuels. Première étape de son héroïsme, c'est qu'elle n'était pas du tout intellectuelle loin de là, mais c'est elle, avec les briques qu'elle a eues, qui m'a appris l'alphabet. Ah oui. Ah oui. Avant d'aller à l'école, on sait déjà l'alphabet. La valeur de l'école, la valeur de l'éducation. Tout à fait. C'est elle qui m'a appris l'alphabet. Et elle veut que Je suis allée à l'école, elle veut que vous alliez le très haut. et elle me disait que moi je n'ai pas pu apprendre. Toi, comme j'ai fait pour tes aînés, tu vas te battre pour réussir. Et si tu peux, va plus loin que les autres. Et en plus, en général, les jeunes filles, on les cantonne à d'autres tâches domestiques, mais heureusement pour moi, quand je suis née, il n'y avait plus cette contrainte-là. Il fallait absolument qu'on soit confiné aux tâches domestiques. Non. Je le faisais pour apprendre, mais ce n'était pas une contrainte. Ma mère me disait, tu es une fille, et tu vas peut-être vivre seule, il faut savoir faire ci, il faut savoir faire ça. Mais comme avant, il y a plus d'hommes, ce sont les hommes qui se collectionnent les tâches. Ah bon. Donc, les hommes qui se collectionnaient ces tâches-là, parce que j'étais la plus jeune, voilà. Donc, est-ce que vous étiez la seule jeune fille dans la seule fille de l'île? Non. Mais on avait 6 hommes. 3 femmes, dont l'une est partie un peu trop tôt. Ah. Et celle qui est restée avec moi est partie en mariage. D'accord. Par choix. Elle n'a pas été forcée, elle est partie par choix. Et donc je suis restée la seule jeune fille au milieu des hommes. Des garçons. Des garçons. Alors, donc vous lui rendez hommage à maman. Est-ce qu'elle vit encore? Oui. Elle vit encore. Et c'était même mon défi. Je voulais sortir cette œuvre-là de son vivant. De son vivant. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui me motive dans l'écriture de ce livre-là? Déjà, je voulais faire sortir du silence les personnes qui n'aiment pas parler. C'est pour cela qu'avant ça, j'ai d'abord écrit celui-là, Sincérité, les cabines de mensonge. Déjà ici, il y a le fait que l'homme a deux facettes, un côté qui se présente bien et puis l'autre côté qu'on découvre souvent par accident. Donc on dit sincérité et les cabines de mensonge. Ah bon? Ah oui. Et donc, cette histoire, c'est un homme ici qui souffre parce que sa femme lui montre des verres de palme et qui avait du mal à sortir du silence parce que dans la culture africaine, l'homme ne doit pas pleurer. Je ne sais pas si c'est un peu. Et donc, ici, c'était déjà fait sortir du silence toutes les personnes qui souffrent. De quelques mots que ce soit, mais qui ne peuvent pas exprimer. Voilà. Et c'est la même chose pour maman. En vivant avec elle, j'ai constaté qu'elle avait des choses, mais qu'elle ne voulait pas exprimer. Il y avait certaines expressions qui ressortaient dans nos communications. Donc elle était résiliente. Voilà. Elle était résiliente, elle ne disait rien, on posait des questions, mais il y avait des flashs qui m'ont attiré, qui m'ont fait penser que cette femme, elle a vécu des choses, mais elle ne veut pas en parler. J'ai posé des questions
rien à faire. J'ai demandé, j'ai trouvé toutes les astuces possibles pour qu'elle parle. Elle commence et puis elle se retrouve à raconter l'histoire de l'oncle, de la tante, mais sauf sa propre histoire. Alors que moi, je m'étais déjà donné un objectif, écrire son histoire. Alors je me suis dit, bon, je ne veux pas raconter, c'est pas grave, ben, je vais te créer une histoire. D'accord. J'ai écrit une histoire et j'ai prié pour que le livre soit publié avant qu'elle ne parte. Je suis allée, j'avais même pris des images quand elle a dit qu'elle ne sait peut-être pas lire, mais elle sera contente de savoir que ça a été fait à son nom. Et à travers cette œuvre-là, c'est pour rendre aussi hommage à toutes les autres mamans de cette génération-là, peut-être même de la nôtre encore, qui vivent encore certaines atrocités et qui ne peuvent pas parler, mais qui sont battantes, et qui s'en sortent, qui ont réussi à faire quelque chose, à briser ce silence-là d'une manière ou d'une autre et à construire un monde. Voilà, Blanche Biquet, Bakoué, donc le livre Ma mère, mon héroïne. Comment on peut se procurer de ce livre alors? Alors ce livre, je viens du Gabon, dans les librairies gabonaises, notamment dans la librairie des éditions de Sam. Et moi-même, je fais une librairie mobile, donc il suffit de me contacter et puis voilà, vous l'avez en stock. Je l'ai en stock. Très bien. Donc, à vos côtés, je vais passer la parole à Mme Noël Bitangou Rokaya. Vous êtes aussi gabonaise, vous avez écrit l'usage des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale, donc l'exemple du Gabon, donc on ne peut pas être plus précis. Et dans quel contexte vous avez décidé d'écrire ce livre? Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un travail de thèse qui a été publié, comme je disais, on remercie à nouveau l'Harmattan, parce que l'Harmattan a une espèce de tradition de traquer les travaux de recherche consacrés à l'Afrique, mais pas que, parce que j'ai quand même pu comprendre, c'est qu'il y a un pôle Afrique. Et donc j'ai été abordée par l'Harmattan quelques temps après ma soutenance, parce qu'il avait vu, c'est disponible sur les espaces d'information, je veux dire, accessibles gratuitement. Les réseaux sociaux. Non, pas les réseaux sociaux, c'est plutôt des plateformes dédiées aux thèses. À chaque fois qu'une thèse est soutenue, elle est normalement publiée quelque part. Donc, je pense que l'Harmattan a un pôle de recherche veille informationnelle. Donc, je suis contactée par l'Harmattan. Et puis, premièrement, je ne suis pas forcément très intéressée, parce que je m'inquiète un peu. Est-ce que je vais garder un droit sur mon travail? Et je prends conseil auprès de mon patron de thèse à l'époque, qui me rassure, qui fait le PER, qui fait le VRP, qui fait tout. Il me rassure et donc je donne suite finalement à l'Harmattan. Donc ce travail, c'est un travail de thèse, donc d'où est-ce qu'il vient? Un peu naïvement, parce que j'ai commencé cette thèse, j'étais très jeune. Et je dis naïvement parce qu'en réalité, quand on démarre une réflexion, à la fin de son travail de thèse, on mûrit, on mature et on se rend compte que en fait, les choses sont un peu plus complexes que ce qu'on avait imaginé. Donc initialement, ce que j'avais pensé, c'est qu'on pouvait parvenir à une espèce de cohésion sociale, en tout cas réussir à aplanir les inégalités à travers le numérique. Pourquoi? Parce que très tôt, on s'était aperçu de l'enjeu fort qu'il représentait. Aussi bien implémenté dans les mécanismes de développement ou tous les projets, mais aussi comme une espèce de façon d'organiser la société. Donc ça m'intéressait de parcourir différentes sphères, que ce soit l'organisation politique, que ce soit même les projets de développement territoriaux mobilisés dans ces espaces géographiques que j'ai choisis. Quand je dis le Gabon et l'Afrique centrale, j'ai toujours une réflexion que j'aime bien traverser par d'autres expériences. Donc, oui, le Gabon, mais il fallait qu'il y ait une résonance avec autre chose. Donc, j'ai fait un terrain au Cameroun, physique, j'ai fait un terrain documentaire pour le Congo-Brazzaville, parce que je voulais voir, je savais qu'il y avait des choses en commun, et c'est vrai. Donc voilà, d'où vient ce projet de publication, finalement, parce que la rédaction, c'était mon exercice. En tant que doctorante, il fallait bien aller au bout de l'affaire, donc j'ai fait. Et donc, ce travail a été suffisamment apprécié, en tout cas, je le pense, par l'Harmattan pour le publier. Donc, dans ce livre, vous avez aussi détaillé la production du Gabon, la production de pétrole du Gabon, ce que ça rapporte en termes de PIB. Et tout ça, ça fait partie de l'usage des technologies de l'information. Très bien. Alors, la question, je vois que notre présentateur a bien parcouru les ouvrages, merci beaucoup.
Il est arrivé un moment de ce travail où il me paraissait important, après avoir traité la question sociologique, je reprécise que je suis spécialiste des sciences de l'information et de la communication, je travaille précisément sur l'appropriation de nouvelles technologies, donc vraiment sur une approche socio-politique, etc. C'est un peu la spécificité de notre discipline. Il me paraissait donc important à un moment ou à un autre de ce travail de comparer, de mettre face à face un petit peu des données concernant l'apport économique du pétrole et l'apport économique numérique, parce que comme je le disais, l'intuition qui s'est avérée aujourd'hui, en plein 2026, plus personne ne peut dire que le numérique n'est pas un enjeu économique. Donc on va dire c'était un peu intuitif. Donc ça me paraissait intéressant de comparer, de mettre face à face des chiffres en fait économiques, d'une part, donc, parce qu'on est connu comme étant un pays entier, énormément de pays en Afrique, et certainement, voilà, même Haïti et même d'autres pays absolument. Donc on a ces rentes et on a en face le numérique qui n'est pas rien. Et donc mon intuition, c'est quand même avérée juste, parce qu'à l'époque, il y a un responsable d'une agence dédiée au sujet du numérique qui met à disposition des données. Et je me rends compte en réalité que ça pèse dans le PIB gabonais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours des informations à jour sur ce site internet qui traite donc des données trimestriellement. On peut continuer de se mettre à jour là-dessus. Mais oui, maintenant ce travail, je mets, mais non pas pour faire une étude économique approfondie, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment pour, à nouveau, comme disent les anglophones, highlighter, en tout cas bien surligner très très fort le fait que le numérique a un impact économique significatif et qu'à ce titre, il devrait davantage nous interpeller, en tout cas. Donc il ne doit pas être négligé. Mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on veut en faire, sur ce qu'on peut en faire pour arriver à l'aplanissement des inégalités. Parce que, pardon, je fais une parenthèse très rapide. Au début, avant qu'on ne parle de l'IA, quand on parlait de l'Internet, on parlait de la fracture numérique. Exact, tout à fait. Et on a accédé à Internet, et j'allais d'ailleurs vous demander s'il y a une fracture numérique au Gabon. Il y a des zones qui sont privilégiées par rapport à d'autres. La question est presque de la réponse. Vous savez, la réalité, elle est presque commune à pas mal de territoires africains, mais pas que, parce qu'en réalité, là aujourd'hui, on documente, parce qu'on est sur les plateaux, mais si on tendait les micros aux chercheurs à travers le monde, il y a très certainement, et rien qu'en France par exemple, on a 11 millions on les appelle les personnes qui ont du mal avec l'électronique, etc. On a 11 millions. C'est quand même une puissance mondiale la France. Donc, je parle de ça parce qu'en tant qu'Africain, on sait que quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, évidemment, on est sujet à la question de la fracture numérique, mais qui va être accentuée avec le défi de l'IA. Qu'on veuille ou non, l'intelligence artificielle révèle un autre aspect du numérique qu'on n'avait pas soupçonné au début, je veux dire, des années 2000 même. C'est vrai que la question de l'IA, on ne va pas refaire le débat, a démarré dans les années 60, a connu quand même pas mal d'épopées, mais on était loin de s'imaginer qu'on allait vivre ce qu'on vit aujourd'hui. C'est réel, c'est là, et c'est peut-être pas prêt de partir. Donc ça accentue effectivement les difficultés. Pour répondre à votre question très directement, on a des difficultés, on va dire même de dispositifs technologiques, etc., de couverture de réseaux sur le territoire, mais ça c'est très certainement lié à toutes les autres difficultés d'accès à route, etc., de l'électricité, parce que qui dit numérique dit quand même électricité. Donc on est quand même aux prises avec pas mal d'autres difficultés, d'autres challenges, on va les appeler comme ça, parce qu'on voit bien qu'en dépit de tout cela, les différentes autorités font de leur mieux pour challenger ces sujets. Mais voilà, l'Afrique a ses défis et il faut peut-être avancer en prenant en compte ce genre d'éléments avant de répondre définitivement de ce que donc la fracture numérique elle est avérée. Et elle va s'accentuer avec le numérique qui passe à un autre stade. Oui. Est-ce qu'à votre avis, dans l'avenir, le Gabon sera complètement couvert en matière de numérique? Alors, c'est un vaste territoire. La population, la démographie n'est pas forte. La grande majorité de la population est concentrée dans la capitale politique. Alors, comment je vais répondre à votre question? Parce qu'en réalité, cette question devrait être adressée aux personnes qui ont la responsabilité, parce qu'elles savent mieux, quand je dis, je ne sais pas vous mettez en tout, je vais vous répondre en tant que chercheur, c'est simplement qu'elles savent mieux en matière de dispositifs économiques, etc., en stratégie, qu'est-ce qui va être mis à l'œuvre. Moi, je me suis intéressée parce que sur mes derniers travaux, d'ailleurs, un dernier article que j'ai produit là en 2025,
j'ai souhaité travailler sur la stratégie, on va plutôt parler de l'Internet stratégique africain. Donc ça m'intéressait de regarder les stratégies qui étaient à l'œuvre. Je dis ça parce que je sais quand même que les politiques mettent les choses à l'œuvre, mais je ne suis pas parvenue pour l'instant à trouver la feuille de route, d'accord, du numérique, etc. Donc peut-être que je devrais m'adresser de façon plus explicite à mes autorités pour mettre ça à jour. Alors, est-ce qu'on va y arriver? La question serait peut-être, est-ce qu'on a besoin de couvrir totalement en accès numérique? Parce qu'il y a une intelligence aussi dans le déploiement d'une technologie. La mettre où c'est nécessaire, la déployer de la façon la plus harmonieuse pour répondre à nos besoins à nous. On a le président actuel encore de Smart Africa. Smart Africa, c'est le bras armé au sein des institutions mondiales sur l'Internet africain. Il disait une phrase que j'aime bien répéter, il disait que quand on va en forêt, celui qui a vu le bien et celui qui n'a pas vu le bien ne court pas pareil. Donc, par rapport justement à l'idée de couvrir en besoin de façon satisfaisante, il y a les réalités individuelles. Donc il faut déjà prendre en compte ce qu'on a et déterminer où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, etc. Donc j'ai tendance à penser qu'il faut raisonner effectivement le déploiement des technologies. En revanche, il ne faut pas s'en défaire. Il faut certainement pas mettre en œuvre un environnement qui ne favoriserait pas son déploiement. Okay. Je le disais d'entrée de jeu un peu en coulisses qu'il me semble humblement que le déploiement efficient, profitable de numérique et des technologies que ça porte maintenant est difficilement compatible avec l'absence de liberté. Parce qu'en fait, ces technologies-là portent en elles le gène de l'ouverture, le gène du partage et de l'absorption, etc. Donc voilà, pour répondre à votre question, je résume un peu. Donc d'une part, il faut effectivement raisonner le déploiement de la technologie en fonction de son besoin. Voilà, donc on devrait être attentif à ça. Si on va par là, vous avez bien fait de souligner la faible population de notre magnifique pays. Ça peut être un atout dans certains cas, effectivement. Mais se dire que c'est peut-être plus facile d'arriver à couvrir des besoins raisonnés en matière de technologie pour une population de 2 millions d'habitants. Et voilà, et être satisfait. Il faudrait donc, comme je disais, que je me rapproche davantage des autorités pour regarder le plan d'action, où est-ce qu'on va, comment ça se déploie. Donc, et si vous pouvez, en quelle mesure vous pouvez aussi apporter votre aide? Oui, les aides, de toutes les façons, il y en a à disposition. Je m'explique. Le Gabon a investi pendant plusieurs décennies énormément dans la formation de sa matière grise. Donc, en réalité, le Gabon, humblement, ne manque pas de petites mains pour répondre aux besoins. Évidemment, qu'on reste à disposition quand on a fait un travail comme ça. Si on est interrogé, oui, c'est toujours un devoir, en réalité, de contribuer. Alors, donc, Madame Blanche, alors, vous qui avez écrit ce livre pour votre maman, donc je suppose que c'est un livre qui s'adresse quasiment à toutes les mamans. Oui, c'était l'objectif. Je passais par maman pour rendre un hommage particulier à beaucoup de mamans. On ne les met pas toujours à l'honneur, en fait. Et donc, à travers cette œuvre-là, il y a beaucoup de mamans qui sont gardées sous silence. Elles ont souffert, elles ont vécu des choses, elles se sont battues pour accompagner leurs... C'était quelque part aussi de filles intellectuelles de famille. Ah oui, je souhaite vraiment que... Bon, elles sont intellectuelles, mais peut-être dans d'autres domaines. Donc, si moi, je peux avoir la plume pour parler à la place des autres, c'est avec plaisir que je le fais. Ouais. Comme ça, je parle pour toutes les autres. On va toujours aller chez Aimé Césaire pour suivre la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. J'écris pour tous ceux qui ne peuvent pas écrire. Mais en tant que femme, et puis peut-être maman ou future maman, Je suis maman. alors est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les mamans de votre génération ont aussi beaucoup plus de respect que vous avez à votre propre maman, là, surtout dans ce témoignage? Est-ce que vous pouvez avoir aussi ce respect de la part de vos enfants, surtout dans ce monde aujourd'hui qui évolue récemment et rapidement? Donc, je finirai par moi. Pour les autres, ça dépend des relations qu'on a eues avec sa propre mère. Parfois, on a eu des relations très, très conflictuelles, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment envie de mettre ça en avant. Mais je pense que lorsqu'on a eu de bonnes relations, des relations saines avec sa mère, et qu'on a admiré la personne qu'elle a été et ce qu'elle nous a offert, je pense qu'on a envie
de la mettre en lumière. Donc, est-ce que demain, vous pensez que votre fille peut vous mettre aussi à l'honneur comme vous Elles le font déjà. Pour preuve, la deuxième, lorsqu'elle a soutenu, elle a beaucoup parlé de moi dans son mémoire. Je ne pourrais vous dire quelle était son thème parce que elle est dans un domaine où je suis analphabète, donc je ne sais pas de quoi elle a parlé, mais j'ai vu ce qu'elle a fait au niveau des dédicaces. Là, j'ai pris conscience que mais c'est moi qu'on est en train de me parler. Donc, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus facile pour elle de vous mettre à l'honneur parce que déjà vous êtes intellectuel, vous l'avez poussé à faire des études et contrairement à sa grand-mère, à votre maman qui n'a pas été à l'école, mais qui est quand même consciente et qui vous a aussi donné un grand coup de main pour maintenant vous en souvenir et la mettre en avant. Merci pour cette question. Mais je pense que je reviendrai pour dire que tout dépend du type de relation. Parce que à côté de moi, j'ai ma grande sœur, elle n'a pas beaucoup appris. Mais on peut dire qu'elle sait juste lire, écrire ce qu'elle veut, elle ne veut pas plus. Mais je vous assure que ces enfants nous donnent quasiment. Parce que c'est une battante. C'est une battante. Déjà, les enfants l'appellent Madame Maud. Bon, Madame Maud, c'est un vieux supermarché qui existait dans une ville gabonaise à Oyem où on entre, chacun fait son service social. Parce que dans le village, elle est installée au village maintenant. Elle a ouvert son épicerie. Elle se bat seule. C'est-à-dire que même moi, je l'aide quand je veux. En tant que soeur, je l'aide quand je veux. Et c'est comme ça qu'elle a élevé tous ses enfants avec tout ce combat. Avec son travail. Sans être intellectuellement élevé. Donc c'est pour dire que ça dépend vraiment de ce que la mère donne à ses enfants, des relations qu'elle a entretenues avec les enfants. C'est ce qui donne envie aux enfants de la mettre en valeur. Alors, Ferdi, donc vous, Haïti, aujourd'hui, la situation actuelle, et si vous avez un message à adresser aux populations haïtiennes, qu'est-ce que vous leur direz? Moi, je sais que la force que j'ai aujourd'hui pour avancer dans la vie, partout où j'arrive à me sortir. Je sais que l'exemple vient d'Haïti. Alors, j'ai dit à la jeunesse d'Haïti, moi j'ai sauté les barrières. Parce que moi, quand je suis entrée à la Sorbonne, il y avait on était deux noirs. Oui, même d'abord les Haïtiens, mais deux noirs. Oui. Et je dis, il y a plein de couleurs, comme on dit, noirs, à la Sorbonne. Je dis toujours à la jeunesse, moi j'ai sauté les barrières, même à l'étranger, partout où je passe. Alors, eux qui sont jeunes, sautez plus haut. Parce que c'est possible. Quand vous mettez des barrières, parce qu'il n'y a pas de réussite dans la vie sans effort. Ah oui. Et tout est possible. Si on s'est débarrassé de Napoléon, si on s'est débarrassé de Yalé, c'est impossible l'État haïtien. Oui. Alors je vous sautez plus. Vous allez tous les jours, nous grimper, sauter aussi haut, tomber dans l'eau, vous voulez me sauter. Alors, donc, à vos côtés, donc, Madame Mireille, alors, donc, les Amérindiens, est-ce que vous croyez aujourd'hui, en 2026, qu'ils ont toute leur place dans la société guyanaise, surtout que, comme vous l'avez évoqué, que ce sont les tout premiers habitants de la Guyane. Et maintenant, les autres habitants sont arrivés, ils ont apporté leur modernité, et donc cette population a été bousculée. Et est-ce que maintenant, je n'aime pas tellement ce mot, mais je vais quand même vous dire pour que vous compreniez mieux, est-ce qu'ils sont assimilés maintenant? Oui, non, mais c'est très bien de poser la question en ces termes parce que, cette population amérindienne
a toute sa place. Et elle est en train de réaliser un nouveau chemin, peut-être d'ouverture vers leur nouvelle histoire, mais c'est un peuple qui a toujours existé et qui existera encore des millénaires. Donc il faut savoir aussi qu'en Guyane, nous avions, en tout cas à l'époque, plus de 50 communautés amérindiennes. Et là, il nous en reste plus que 5. Donc, c'est dire que... Le reste a été intégré, non? Oui, le reste a été intégré et s'est battu pour exister à travers ses langues, à travers sa culture, ses arts, d'où l'objet de ma thèse, justement, qu'a soulevé la perlerie amérindienne. Et c'est pour cette raison que je mets l'accent aussi sur la transmission, cette notion de transmission qui est importante pour ces peuples amérindiens, c'est-à-dire que de transmettre leurs histoires, leurs récits, leurs contes, de transmettre aussi leur rite de passage également, puisque c'est l'autre ouvrage justement, c'est le premier ouvrage que j'ai écrit, c'est une autobiographie, alors non pas de ma mère, mais d'une tante à moi, et donc forcément qui fait partie de la famille. Et c'était une manière aussi de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont passées aussi par ce rite de passage des jeunes filles amérindiennes, puisqu'on les mariait à l'âge de 14 ans. Mais c'est aussi pour redonner corps, on dira, à nos identités, parce que il faut pour ma part, tous mes écrits, en fait, tous les travaux que je réalise, c'est aussi pour donner force et redonner cette véritable dimension de l'existence des Amérindiens de Guyane, à travers mes ouvrages, mais à travers aussi toutes les luttes que ces peuples mènent, parce que la lutte, elle se poursuit, elle continue. Il y a encore de nombreuses luttes. Et aussi, il y a des thématiques fortes qu'il nous faut encore travailler pour ces peuples autochtones, de manière à ce que la reconnaissance, elle soit de partout, et de l'humanité, mais aussi forcément de nos peuples de Guyane. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est presque le maître mot, c'est-à-dire pour que nos générations reconstituent leurs histoires, reconstituent aussi leurs identités, eh bien, la transmission, elle est importante. Et à travers la transmission de tous ces récits, de nos histoires, eh bien, je pense qu'on va peut-être, sans doute, même j'en suis presque certaine, reconstituer le puzzle de nos identités à travers nos langues, parce que nos langues maternelles sont aussi très importantes, parce qu'un peuple existe aussi par sa langue et par son histoire. Est-ce que vous croyez que votre culture est menacée, enfin, du moins la culture amérindienne? Parce que vous avez dit qu'il y avait plusieurs communautés, maintenant il n'en reste que 5. Et est-ce que vous ne craignez pas que cette culture disparaisse? Alors, j'ai envie de dire que je ne crains rien. Et je pense que mon peuple, Kalinia, ne craint rien. Parce que, voilà, sinon, c'est se procurer de la peur. Alors, et encore une fois, justement, tous ces travaux que l'on met en avant sur un plan culturel et scientifique, eh bien, c'est pour permettre justement à nos nouvelles générations de ne plus avoir peur et de poursuivre dans leur lutte. Et parce que vous savez, il y a aussi l'orpaillage illégal en Guyane. Donc, tout le peuple se bat pour que parce que du Brésil. Voilà, et toutes ces mères qui sont empoisonnées, toutes ces mamans qui sont empoisonnées, pas que les mamans, mais oui, empoisonnées par le mercure. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ce combat que le peuple amérindien, le peuple autochtone de Guyane mène. Et c'est pour cette raison qu'il ne doit pas avoir peur, et il n'a pas peur, parce qu'il nous faut avancer. Si nous instaurons cette peur, eh bien, c'est l'autre qui prendra le dessus. Et nous avons envie d'avancer, et nous avons envie aussi de pouvoir exister. Donc, est-ce qu'à votre avis, vous qui êtes intellectuel, est-ce que les Amérindiens doivent garder leur autonomie culturelle actuelle, ou bien ils doivent se fondre dans la masse en Guyane en adoptant le mode de vie actuel, c'est-à-dire européen? Alors, je dirais tout simplement que ce sont des populations qui se sont déjà fondues à travers les autres sociétés. Pour cela, pour ma part en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau.
Cependant, elles doivent garder leur autonomie, leur culture. Cela ne signifie pas qu'en se fondant avec les autres populations, qu'elles perdent leur culture. Bien au contraire, elles partagent leur culture et on s'enrichit de la culture de l'autre, bien évidemment. Mais l'autonomie, alors je ne parle pas d'indépendance, je parle d'autonomie, je parle d'authenticité, je parle de garder justement nos cultures, nos identités, et puis justement les partager, puisque nous sommes au XXIe siècle, il est important de partager nos connaissances, nos savoir-faire, notre patrimoine culturel. Et c'est important pour la société de demain, et c'est important tout simplement pour l'humanité et pour tous les autres peuples autochtones de l'humanité. Très bien, donc on voyait le livre Kasulu de Muriel Osakawa Badami, donc, qui est Kasulu, la perlerie amérindienne de Guyane. Donc ce livre, vous pouvez le procurer en vous adressant au panel que Madame avait évoqué. C'est un livre donc, qui parle des Amérindiens. C'est une culture très ancienne que vous pouvez découvrir et que vous pouvez aussi apprécier. Donc à vos côtés, on a Madame Ferdi Ajax au paradis des ténèbres, donc, qui parle beaucoup de Haïti, qui vient de Haïti. Haïti, une ancienne mais très vieille république qui est donc l'unique et première république noire, la toute première république noire donc, installée au continent américain, donc très loin de ce domaine. Donc vous pouvez également lire ce livre pour parler du paradis des ténèbres, donc voilà ce livre. Et également, donc, Madame Blanche, donc, qui a parlé de sa maman, à travers sa mère, donc elle a touché toutes les mamans. Si vous voulez donc lire également ce livre, donc je vais vous donner tout à l'heure le mot de la fin. Il y a Madame Docteur Yel Ditangou Rokaya, donc, qui a parlé de l'usage des technologies et de l'information qu'on appelle politique. On a enlevé le N maintenant, parce qu'à l'époque, quand on disait N, c'était pour dire nouvelle. On l'a basculé sur TIC, et maintenant, je vois dans certains articles de confrères, on dit même plus technologie. On dit quelque chose numérique, ou je sais pas, enfin, voilà. On n'arrête pas d'évoluer parce que c'est une technologie, ça va se saisir. On parle de tout ce qui touche au numérique. Alors, donc là, on me signale que 5 minutes pour conclure. Maintenant, je vais rester à vous face à la caméra. Donc, vous allez me donner votre mot de conclusion. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli. L'ouvrage est disponible sur le site de l'éditeur, l'Harmattan. En guise de mot de la fin, j'aimerais à nouveau attirer l'attention sur le fait de dire que le numérique est une vraie chance pour nos pays qui ont toujours été dans l'exercice de courir après l'innovation. Aujourd'hui, c'est quand même un moment où on peut aplanir. On lui bat le centre en réalité avec le numérique. Sauf que pour réussir ce challenge-là, il va falloir avoir à l'esprit l'habilité d'utiliser ce numérique-là, cette technologie, s'éloigner de la peur, donc vraiment ne pas faire de la peur à leitmotiv pour gouverner le numérique. Et c'est comme ça qu'on arrive à en faire un atout. Donc, si vous voulez aussi remercier quelqu'un ou vos familles, voilà, c'est le moment, c'est l'occasion. Et bien, écoutez, on va remercier toute la famille, parce que si on commence à dire le mot, on n'a pas fini. Donc, je salue chaleureusement toute ma famille du côté du Gabon, toutes les personnes qui sont, parce qu'il y a la famille du sang et il y a la famille, évidemment, donc, que Dieu nous a donnée, qui est très remarquable. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes sur lesquelles je peux vraiment m'appuyer. Donc, je vous salue, je vous aime. Voilà, on est parti dans des choses un peu compliquées, mais merci en tout cas si vous me recevez. Recevez donc mes chaleureuses salutations. Je pense à vous. Je vous dédie ce travail, évidemment. Et puis, j'ai envie d'embrasser très fort mon pays, à qui je dédie ce travail également. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Alors, Madame Biquier. Ah, voilà, Madame Biquier. Ça veut dire Biquier, la fille de... D'accord. Donc, je suis ravie d'être passée sur ce plateau. Et le message que je voudrais adresser à travers mes écrits, c'est qu'il faut briser le silence. Parce que sinon, on meurt dans ce silence-là. Et il n'y a pas que le cas des mamans, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des jeunes personnes aussi. Donc, quand on ne parle pas, on se détruit, on meurt intérieurement.
c'est vrai que nous sommes dans la fiction, mais la fiction se nourrit toujours de la réalité. Donc vraiment, c'est un appel à briser le silence lorsqu'on souffre quelque part. Et voilà, c'est ce que je voulais donner comme message à travers cette voilà. Et pour remercier les gens, je penserai d'abord à la SAN, après j'ai pris connaissance de l'existence de la CAD et de l'organisation de la GILA. Et c'est grâce à cela aussi que j'ai pu participer à la semaine culturelle de l'UNESCO. Alors je dis bonjour, je n'ai que 2 filles, donc je vais leur faire un coucou à Kelly et Jessie, c'est qui savent m'honorer comme je le fais pour ma mère, et à toute ma famille qui me soutient. Et soit dit en passant, il y a beaucoup qui s'inspirent désormais de ce que je fais pour se battre dans la vie. Donc, merci. Parfait, Mme Ferdi, Ajax. Oui, je vous remercie d'abord sur Afrique 1 de m'avoir invité. Je remercie aussi M. Alassane Camara et Paulette Correa, tous les amis, Sakina, tous les amis que j'ai rencontrés bien chez Bénin, tous les amis africains, et tous les Noirs, parce que je dis, c'est des amis bien aussi, hein, nous les Noirs, je dis quelque chose. Aimons-nous. Aimons-nous. Un bon message, un message fort. Aimons-nous. Martin Luther King s'est donné la mort, il a mis sa vie comme Jésus pour nous. Continuez à marcher, marchons ensemble, mes frères. Merci. Très bien, bon message. Donc, à vos côtés, Mme Méléon. Oui, alors, donc moi, je voudrais dire merci avant tout eh bien, à toute l'équipe qui m'a reçue ici aujourd'hui, de Afrique Privée, voilà, merci encore. Et puis, bien entendu, tous les membres de l'organisation de la CAD et du GILA. Et donc, merci. Et un grand merci aussi à toutes ces femmes artisanes, puisque en plus, bientôt c'est la fête des mères, donc elles sont toutes, la plupart sont mères, et donc vivent de cette perlerie amérindienne qui longtemps considérée comme, voilà, comme une simple petite perle, mais c'est toutes ces femmes qui en font un métier. Et donc, c'est une manière pour moi et pour elles aussi de réhabiliter justement cette notion d'art à travers leur parure. Donc ça, c'est pour les femmes. Et puis aussi à ma tante aussi, qui m'a permis de réaliser cette autobiographie sur les rites de passage de jeune fille Kalinia. Donc merci à toute ma famille, mes enfants également. Voilà, et ma mère, bien sûr, qui a fait certainement ce que je suis devenue actuellement, puisque c'était une femme très sévère, très rigoureuse dans sa manière d'éduquer. Donc voilà. Et puis j'ai envie de terminer en disant que, en citant, enfin en tout cas en proposant une de mes citations, c'est-à-dire que l'histoire se transmet et c'est un mania qui signifie abattu en Kalinia. Donc c'est un mania littéraire, culturel, là, qui doit se transmettre. Et ce mania culturel littéraire doit aussi pouvoir permettre aux futures générations, qu'elles soient autochtones de Guyane, d'Amérique, d'Afrique également, et bien de pouvoir reconstituer le puzzle de nos identités, de nos héritages, retrouver effectivement toutes ces forces ancestrales, autochtones, amérindiennes, africaines, parce que je crois que tous ces peuples font partie du cœur de l'humanité. Merci beaucoup, belle conclusion. Donc, voilà, et je reçois les écrivains, les dames, les intellectuels qui sont sur ce plateau aujourd'hui, qui viennent de différentes horizons, qui viennent de différents pays. Donc, il y a Mme Ferdi Ajax au Paradis des Ténèbres, qui nous vient directement de Haïti. Donc, vous pouvez lire son livre, un livre très riche, que vous pouvez découvrir, et puis aussi à travers ce livre, vous pouvez connaître son pays. Et j'ai à mes côtés le Dr Noël Kitangou Rokaya, qui vient du Gabon, qui parle donc de l'usage des technologies, c'est-à-dire donc Internet en gros, et de tout ce qui est donc technologie de l'information et de la communication en Afrique centrale, et l'exemple du Gabon. Donc,
ça veut tout dire, donc il vient directement du Gabon. Vous pouvez lire donc, son livre. Également, donc, Madame Blanche Dikié Bakoué, c'est ça? Qui est Bakoué, voilà, qui vient du Gabon également et qui a écrit ce livre, Ma mère, donc vous pouvez découvrir ce livre et puis à travers cet écrit, vous pouvez aussi vous y retrouver pour votre propre moment. Et enfin, donc, Madame Myriam Osakawa Badami, donc Kasulu, la perle amérindienne, donc venue de la Guyane également, donc la Guyane où il y a un festival, le carnaval plutôt, le carnaval, l'emblématique carnaval de la Guyane. Carnaval de la Guyane. De la Guyane, voilà. Et donc, si vous voulez vous procurer de ce livre, vous pouvez connaître tout sur les Amérindiens de la Guyane. Alors, donc, je vous remercie, mesdames, d'avoir accepté de venir sur ce plateau, de nous parler de vos écrits. Et je pense que ce n'est qu'une première fois, hein, mais vous allez encore revenir, vous êtes chez nous à tout moment quand vous voulez. Je remercie donc la régie avec Samuel et Nadine. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je vous remercie, vous les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous sur Afrique TV dans l'émission Face à l'Afrique. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre dans 44 pays à travers CDirect, notre télé partenaire basé au Congo. Brazzaville, donc dans les deux rives, dans les deux Congos. Donc vous pouvez nous suivre également sur nos différentes plateformes, toutes nos émissions. Donc vous allez découvrir ces braves dames intellectuelles aujourd'hui qui sont à Paris, qui nous ont fait donc une visite ici sur le plateau d'Afrique TV. Je vous remercie, vous les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique TV dans l'émission Face à l'Afrique.